J'ai toujours cru que la vieillesse viendrait comme une récompense. Le calme après des décennies de labeur, un fauteuil au soleil, un peu de tendresse des enfants, quelques rires des petits-enfants. Mais la mienne est arrivée comme un coup de couteau. À 70 ans, veuve depuis 10 ans déjà, je pensais avoir mérité la paix. J'avais élevé mon fils unique, Étienne, seul après la mort de son père dans un accident de montagne. Nous vivions à Chambéry, nichés entre les montagnes, avec pour horizon le ciel changeant et l'air vif de Savoie. J'ai travaillé toute ma vie dans un cabinet de comptabilité, épargnant sou après sou pour assurer à mon fils un avenir meilleur. Je n'ai pas pris de vacances comme les autres. Je n'ai pas changé de voiture tous les 5 ans. Je n'ai pas acheté de bijoux. Tout ce que j'ai mis de côté, je l'ai mis pour lui. Et malgré la fatigue, malgré les sacrifices, j'étais fière. Étienne était ma réussite. Il avait fait des études de commerce, il parlait anglais, il s'habillait avec élégance. Quand il a épousé Claire, une jeune femme de Lyon, je me suis dit, voilà, il est lancé. Moi, je peux vieillir tranquille. Mais la vie a parfois un goût amer. Tout a basculé le jour où Étienne a gagné une somme astronomique à l'Euromillions. 30 millions d'euros. Une pluie d'or tombait sur lui comme dans un conte de fées. La nouvelle a fait le tour de la famille, du voisinage, même de la presse locale. Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. Il m'a appelé d'une voix enfiévrée. « Maman, tu ne vas pas y croire. J'ai gagné. 30 millions. » Je l'ai écouté, la gorge serrée. J'étais heureuse, bien sûr. Heureuse pour lui. Mais quelque chose, déjà, m'a glacée. Ce n'était pas la voix de mon fils. C'est une voix étrangère, déjà enivrée par l'argent. Les jours qui ont suivi, ma maison, cette maison modeste que mon mari et moi avions achetée avec 30 ans de crédit, est devenue un lieu de passage. Des conseillers bancaires, des amis d'un jour, des cousins éloignés qu'on n'avait jamais vus à Noël, tous défilaient, tous voulaient féliciter Étienne. On parlait d'investissement, de villas à Megève, de voyages à Dubaï. Moi, je restais en retrait, assise sur ma chaise de cuisine, avec ma tasse de thé qui refroidissait. Je n'avais pas ma place dans ce nouveau monde qui se dessinait. 3 semaines après son gain, Étienne m'a annoncé qu'il voulait mettre de l'ordre. Je n'ai pas compris tout de suite. Mais son regard, froid, m'a averti. L'ordre dont il parlait, c'était moi. « Maman, tu devrais vendre la maison. Elle est vieille, pleine de souvenirs tristes. Tu pourrais aller dans un petit studio à la résidence pour personnes âgées, là-haut près du parc du Vernet. Ce serait plus simple. » Ces mots ont frappé mon cœur plus fort que n'importe quelle gifle. Vendre ma maison, quitter le lieu où j'avais élevé mon fils, où j'avais encore les photos jaunies de son enfance, où le rire de son père semblait flotter dans les couloirs. « Étienne, c'est ma maison, » ai-je répondu doucement. Il a haussé les épaules. « Tu n'as plus besoin d'une maison. Et puis, tu auras tout le confort. Et moi, j'ai des projets. Je vais racheter des terrains. » Je n'ai pas crié. À mon âge, les cris ne servent plus à rien. Mais la nuit, seule dans ma chambre, je n'ai pas fermé l'œil. Le lendemain, quand je suis rentrée du marché avec mon cabas plein de légumes, j'ai trouvé la serrure changée. Mes clés ne rentraient plus. Dans le jardin, des ouvriers fumaient, et sur la porte, un papier affichait « Propriété privée, rénovation en cours ». Ma propre maison, barrée de mon existence. J'ai frappé, j'ai appelé. C'est Claire, ma belle-fille, qui a ouvert. « Étienne est occupé », m'a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. « Tu peux rester quelques jours à l'hôtel, il t'expliquera. » Quelques jours à l'hôtel. Moi, à 70 ans, chassée comme une locataire indésirable. Je suis allée m'asseoir sur un banc de la place Saint-Léger. Les passants défilaient, heureux, chargés de sacs. Moi, je tenais seulement mon cabas. Je n'avais plus de toit. Ma pension de réversion suffisait tout juste à payer mes courses et mes factures. Impossible de me reloger sans vendre la maison, et la maison n'était déjà plus à moi. Je me suis alors rappelé les longues soirées passées à refaire les comptes, les mois de privation pour offrir à Étienne ses études à Grenoble, les hivers où je me privais de chauffage pour mettre de côté pour lui. Et en échange, une porte claquée, une serrure changée, une mère jetée à la rue comme une vieille chaise usée. J'ai loué une petite chambre dans un hôtel 2 étoiles, près de la gare. Le soir, le bruit des trains berçait mon amertume. Je ne voulais pas appeler la police.
C'était mon fils, après tout. On ne met pas son fils devant les tribunaux, pas tout de suite. Mais le troisième jour, alors que je m'apprêtais à descendre déjeuner d'un café et d'un croissant sec, le téléphone de la chambre a sonné. C'était Étienne. Sa voix n'était plus la même. Elle tremblait. « Maman, viens. J'ai besoin de toi. Je t'en supplie. » Je suis restée un long moment sans répondre, écoutant ce mot « supplie » résonner dans le vide de la chambre. 3 jours plus tôt, il m'avait mise à la porte. Et voilà qu'il me rappelait, implorant comme un enfant malade. Je me suis assise sur le lit défait. Pour la première fois, je sentais que le vent tournait. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné à votre fils après une telle trahison, ou seriez-vous resté dans le silence? J'attends vos commentaires avec impatience. Partagez-moi vos avis. Quand j'ai raccroché le téléphone de l'hôtel, mes mains tremblaient. Pendant 3 jours, j'avais ruminé ma douleur, mes souvenirs, mes colères rentrées. Et soudain, cette voix, la voix de mon fils, redevenue fragile, suppliante. Je ne savais pas si c'était un piège ou un véritable cri du cœur. Mais mon instinct de mère, malgré tout ce que j'avais subi, m'a poussé à aller voir. J'ai pris le premier bus qui montait vers la colline de Chambéry-le-Haut, où il avait fait commencer ses fameux travaux de rénovation dans ma maison. Quand je suis descendue, un froid sec me gifla les joues. Devant les grilles, j'ai vu des véhicules que je ne connaissais pas. Une berline noire, aux vitres teintées, et un fourgon utilitaire. 2 hommes fumaient, appuyés contre la barrière. En me voyant approcher, ils se sont écartés, presque soulagés. « C'est vous la mère ?» m'a demandé l'un, avec un accent étranger. J'ai hoché la tête, méfiante. Ils n'ont rien ajouté, mais leur regard parlait pour eux. Ils n'étaient pas là par hasard. Quand j'ai franchi la porte, l'odeur de peinture et de poussière m'a saisi. Mais ce n'était pas le chantier bruyant auquel je m'attendais. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Étienne était assis dans la cuisine, la tête entre les mains. Ses beaux costumes semblaient froissés, ses yeux rougis, son air triomphant envolé. « Maman ?» Sa voix se brisa. « Ils veulent de l'argent, beaucoup. J'ai fait une erreur. » Il m'a tout raconté, par bribes. À peine l'argent du loto encaissé, il avait été happé par des conseillers louches, des investisseurs qui lui promettaient des rendements miraculeux. Villas, clubs privés, voitures de luxe commandées à crédit en attendant le virement. Tout était allé trop vite. Et derrière ces promesses, il y avait des hommes dangereux qui maintenant réclamaient leur dû. Ils m'ont menacé. « Maman, Claire ne sait pas, ou plutôt elle ne veut pas savoir. J'ai signé des papiers sans comprendre. Si je ne paie pas, ils disent qu'ils reviennent ce soir. » J'ai senti une colère glaciale monter en moi. 3 jours plus tôt, ils m'avaient jeté dehors, et voilà qu'ils se souvenaient que j'existais, non pas comme une mère, mais comme une planche de salut. Je les regardais longtemps. Dans ses yeux, je voyais l'enfant apeuré que j'avais tenu dans mes bras, mais aussi l'homme égoïste qui m'avait trahi. « Pourquoi moi ?» ai-je murmuré. « Tu as 30 millions, Étienne. » Il a secoué la tête. « C'est bloqué, maman. Les comptes sont sous contrôle fiscal. La banque enquête sur des mouvements suspects. Je n'ai plus rien de disponible. » Je me suis assise en face de lui. Mon sac de veuve posé sur mes genoux contenait à peine quelques billets pour ma survie à l'hôtel. Mais dans mon esprit, quelque chose se mettait déjà en ordre. J'avais été comptable toute ma vie. Je connaissais les lois, les papiers, les pièges. Lui n'avait rien vu venir. Je me suis levée et j'ai parcouru la maison. Les pièces avaient été éventrées par des ouvriers qui, visiblement, étaient partis précipitamment. Sur la table du salon, des contrats traînaient, des feuilles couvertes de chiffres et de signatures maladroites. Je les ai feuilletés avec attention. Prêts à taux exorbitants, cession de biens futurs, hypothèques sur des terrains qu'il n'avait même pas encore acquis. Mon fils s'était fait dévorer vivant par les requins de la finance grise. En refermant le dossier, j'ai pris une décision. Pas pour lui, pas pour sauver son luxe ou ses illusions, mais parce que mon nom figurait encore sur certains papiers liés à la maison. Si je ne faisais rien, je risquais d'être entraîné dans son naufrage. « Écoute-moi, Étienne, » ai-je dit d'une voix ferme. « Tu as cru que l'argent t'achetait la liberté. En réalité, tu es devenu l'esclave de ceux qui l'ont flairé. Ce soir, tu ne vas rien leur donner. C'est moi qui vais les recevoir. » Il a ouvert la bouche pour protester,
mais mon regard l'a arrêté. Depuis qu'il était petit, il savait que quand ma voix prenait ce ton-là, il n'y avait pas de discussion possible. Je suis sortie, traversant le jardin où mes rosiers étaient déjà arrachés. Les deux hommes attendaient toujours. Ce soir, leur ai-je dit calmement, vous aurez une réponse. Pas avant. Ils m'ont observé, surpris par mon assurance, puis l'un d'eux a hoché la tête. En redescendant vers le centre-ville, je sentais mon cœur battre comme à 20 ans. La peur était là, bien sûr, mais mêlée à une lucidité glaciale. Toute ma vie, j'avais géré des comptes, des bilans, des chiffres. On m'avait toujours dit « Tu es trop effacé, trop modeste ». Aujourd'hui, cette modestie devenait une arme. Je connaissais les règles, et eux ne s'attendaient pas à trouver une vieille femme qui savait lire entre les lignes. Je me suis rendue directement chez un notaire que je connaissais encore, Maître Dubreuil, une relation ancienne. Il m'a reçue, intriguée. Je lui ai expliqué la situation, les papiers que j'avais vus, le nom de ces sociétés douteuses. Il a pris des notes, sérieux. « Madame, votre fils a signé des engagements dangereux, mais beaucoup sont irréguliers, peut-être nuls en droit. Il faudra agir vite, déposer une plainte, bloquer les créanciers par voie judiciaire. Je peux préparer cela dès demain. » En sortant de son étude, je respirais plus fort. Le ciel de Savoie s'assombrissait, des nuages d'hiver glissaient entre les montagnes. Le soir tombait, et avec lui, les menaces approchaient. Je suis retournée à l'hôtel chercher mes affaires. Je n'allais pas dormir dehors cette nuit-là. Non. Cette nuit, j'allais revenir dans ma maison, non pas comme une mère suppliant son fils, mais comme une femme qui reprend sa place. Quand je suis entrée de nouveau dans la cuisine, Étienne leva vers moi des yeux pleins d'espoir et de honte mêlée. « Alors ?» demanda-t-il. Je posai mon sac, puis le dossier du notaire sur la table. « Ce soir, ils viendront et je serai prête. Mais souviens-toi bien, Étienne, tu m'as mise dehors il y a 3 jours. Ce que je fais maintenant, ce n'est pas pour toi. C'est pour sauver ce qui reste de notre nom. » Il baissa la tête. Pour la première fois, je le vis redevenir un enfant fautif. La pendule marqua 7 heures. Le bruit d'un moteur se fit entendre dehors. La pendule sonnait 7 heures, chaque coup résonnant dans ma poitrine comme un avertissement. Dehors, les phares d'une voiture balayaient la façade de la maison. Étienne s'était levé d'un bond, blême, les mains tremblantes. Moi, je restais immobile, debout dans la cuisine, les doigts serrés autour de la poignée de mon sac. On frappa à la porte, 3 coups secs, autoritaires. J'eus une seconde de silence où je revis toute ma vie. Mes années de travail, mes économies sacrifiées, mes dimanches d'hiver, à coudre pour arrondir les fins de mois, et surtout l'image d'Étienne petit, courant dans ce même jardin avec ses genoux écorchés. J'ouvris. 2 hommes entrèrent sans attendre l'invitation. Leurs manteaux noirs sentaient le tabac froid et l'essence. Ils ne crièrent pas. Ils avaient ce calme glacé des gens qui savent que la peur fait plus mal que les coups. L'un posa une enveloppe Kraft sur la table. « Votre fils nous doit 800 000 €, dit-il d'une voix neutre. Ce soir. » Étienne recula, comme s'il pouvait disparaître dans le mur. Je m'avançai d'un pas. « Ce soir, il n'aura rien, » répondis-je. Le silence qui suivit fut plus violent qu'une gifle. L'homme me dévisagea, surpris qu'une vieille femme ose lui tenir tête. J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, des contrats de prêt, des reconnaissances de dettes, griffonnés à la hâte, avec des taux d'intérêt dignes de l'usure médiévale. Je levai les yeux. « Ces papiers n'ont aucune valeur légale, » dis-je calmement. « Je suis comptable depuis 40 ans. Vous pouvez menacer, mais devant un juge, tout cela sera annulé. » Un rictus traversa le visage du plus jeune. « Vous pensez que la justice va vous sauver ? Ici, c'est nous qui faisons la loi. » Je sentis la panique d'Étienne derrière moi, mais je ne cédai pas. Je n'avais plus rien à perdre. « Alors écoutez-moi bien. Demain matin, un notaire déposera plainte pour escroquerie et tentative d'extorsion. Les comptes de mon fils sont déjà surveillés par le fisc. Vous êtes fiché et vous le savez. » Le plus âgé plissa les yeux. Il hésitait. Je venais de toucher là où ça fait mal, la lumière, l'administration, la loi. Ces hommes de l'ombre craignaient toujours plus les bureaux que les armes. Après un silence tendu, il reprit l'enveloppe et la glissa dans sa poche. « Nous reviendrons, dit-il. » Ils sortirent aussi froidement qu'ils étaient entrés. La porte claqua. Étienne s'effondra sur une chaise, le visage inondé de sueur.
Maman, tu ne comprends pas, ils sont dangereux. Justement, répondis-je, et tu ne leur as rien donné ce soir. Tu as encore une chance. Il m'observa comme s'il me voyait pour la première fois. Peut-être découvrait-il que sa vieille mère, ridée et fatiguée, savait encore tenir un front que lui n'osait affronter. Je passais la nuit dans l'ancienne chambre d'amis, sur un lit à moitié recouvert de bâches. Le sommeil fut agité, peuplé de visages menaçants, mais chaque fois que j'ouvrais les yeux, je me rappelais que j'avais repris une parcelle de contrôle. Au matin, le ciel de Savoie était bas, lourd de neige. J'accompagnais Étienne chez Maître Dubreuil. Nous avions pris le premier rendez-vous de la journée. Le notaire, lunettes rondes et costume sombre, nous attendait avec une pile de dossiers. « Votre fils est allé trop loin », dit-il d'une voix posée, « mais beaucoup de ses signatures sont contestables. En revanche, il y a un problème. Il a hypothéqué cette maison. » Je restais figé. « Comment ça, hypothéqué ?» Une clause a été signée pour garantir certains prêts. Ce document est valable, hélas. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Cette maison, la seule chose qui me restait, était menacée. Étienne baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. « Mais, » ajouta le notaire, « rien n'est perdu. Le contrat comporte des irrégularités. Nous pouvons demander une suspension immédiate devant le tribunal de Chambéry. Si vous signez une opposition, madame, vous pourrez sauver la maison. » Je pris le stylo que Maître Dubreuil me tendait. Mes doigts tremblaient, mais ma décision était prise. Je protégerais ce qui m'appartenait, même contre mon propre fils. Je signais. En sortant de l'étude, Étienne me suivait comme un enfant puni. Dans la rue enneigée, il osa enfin parler. « Maman, je suis désolé. Je ne voulais pas. » Je l'interrompis d'un geste. « Ne dis rien. Les excuses ne rendent pas les nuits sans toi. » Le reste de la journée, je restais silencieuse, mais au fond, quelque chose bouillonnait. J'avais toujours été une femme discrète, obéissante, effacée. Aujourd'hui, je découvrais que le silence pouvait devenir une arme. Le soir, dans la cuisine glaciale, Étienne tenta de préparer des pâtes maladroitement. J'observais ce fils qui croyait avoir le monde à ses pieds et qui tremblait devant une casserole. Je ressentis une étrange compassion mêlée de mépris. « Tu sais, dis-je enfin, l'argent est comme la neige. Ça tombe vite, ça brille un instant, puis ça fond et ne laisse que de la boue. » Il ne répondit pas. Ses yeux se remplirent de larmes. Je montais me coucher tôt. Mais avant de fermer les volets, je regardais longtemps les toits enneigés de Chambéry, les cheminées fumantes, la ville qui vivait sans moi. Et j'ai juré en silence, jamais plus je ne laisserai quiconque décider de ma place, pas même mon propre fils. Le lendemain, un courrier recommandé m'attendait déjà. L'huissier annonçait une saisie conservatoire. La guerre ne faisait que commencer. Le courrier recommandé tremblait entre mes doigts. Saisie conservatoire, ces deux mots me donnèrent le vertige. La justice, pourtant si abstraite pendant des années, entrait brutalement dans ma vie. J'avais beau avoir signé une opposition avec Maître Dubreuil, les créanciers ne perdaient pas de temps. Ils voulaient intimider, mettre la pression, forcer la main. Étienne, en voyant l'enveloppe, pâlit davantage. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» bredouilla-t-il. « Ça veut dire, répondis-je sèchement, qu'ils veulent montrer qu'ils sont plus rapides que nous. Mais la vitesse n'a jamais gagné contre la loi quand on a de la patience. » Je rangeais le courrier dans mon sac, décidé à le rapporter au notaire dès l'ouverture de son étude. Étienne voulut parler, mais je lui coupais la parole. « Assez. Tu n'es pas un enfant. Tu savais ce que tu faisais. Maintenant, c'est moi qui gère. » Le lendemain, Chambéry s'éveillait sous une neige lourde. Les rues étroites du centre étaient glissantes, et les passants marchaient vite, les épaules rentrées. Je montais les escaliers de l'étude notariale avec la lenteur d'une femme qui n'a pas dormi de la nuit. Maître Dubreuil me reçut aussitôt, comme s'il m'attendait. « C'est leur tactique, expliqua-t-il après avoir lu le courrier. Ils savent que vous allez contester, mais ils veulent semer la panique. Nous allons déposer en urgence une demande de suspension auprès du juge de l'exécution. Je rédige dès cet après-midi. » Il me fit signer de nouveaux papiers, puis me regarda avec une gravité douce. « Madame, vous avez une force incroyable, mais vous ne devez pas tout porter seule. Votre fils doit assumer sa part. » J'eus un sourire amer. « Maître, vous savez comme moi qu'il n'assumera rien. Toute sa vie, je l'ai protégé. Et voyez le résultat. En sortant de l'étude, je décidai de marcher un peu dans la vieille ville.
Les arcades de la place Saint-Léger, les façades colorées, tout me rappelait des années où j'étais encore jeune, où mon mari tenait ma main. J'entendais encore sa voix me dire « N'aie jamais peur des puissants, ils ne sont puissants que tant qu'on les laisse l'être ». Cette phrase, restée en moi comme une graine enfouie, germait enfin. À la maison, l'ambiance devenait pesante. Claire, ma belle-fille, ne m'adressa presque plus la parole. Elle semblait furieuse que j'ai repris ma chambre, comme si ma présence gâchait son confort. Je surpris une conversation à voix basse entre elle et Étienne. « Ta mère va nous attirer des ennuis, » disait-elle. « Sans elle, je serais déjà ruiné, » répliqua-t-il. « Ruiné, peut-être, mais libre. Tu crois qu'elle va nous laisser respirer maintenant ? Elle veut tout contrôler. » J'entendis ces mots derrière la porte, le cœur serré, mais étrangement calme. Libre. Voilà ce qu'ils appelaient la liberté. Dépenser sans compter, signer à l'aveugle, s'entourer de prédateurs. Moi, je n'appelais pas cela la liberté. J'appelais ça une prison dorée. Les jours suivants furent rythmés par les rendez-vous. Notaire, avocat, même la gendarmerie de Chambéry où j'allais déposer une plainte officielle pour tentative d'extorsion. L'adjudant qui m'écoutait semblait impressionné par ma précision. « Vous avez tout noté, madame ?»« Oui, dis-je en lui tendant un carnet. Montant, date, nom. Toute ma vie, j'ai appris à garder des comptes. Cette fois, ce n'est pas pour équilibrer un budget, c'est pour sauver ma peau. » Pendant ce temps, Étienne se tairait. Il ne sortait presque plus, fuyant les regards du voisinage. Son arrogance d'autrefois s'était effacée, mais je ne savais pas si c'est de la honte ou seulement de la peur. Quant à Claire, elle multipliait les allées et venues à Lyon sous prétexte de voir des amis. Je commençais à soupçonner qu'elle préparait sa propre fuite. Un soir, alors que je rangeais la cuisine, j'entendis un bruit dans le jardin. Je crus d'abord à un chat, mais la silhouette était trop massive. J'ouvris brusquement les volets. Un homme en blouson sombre se tenait là, me fixant. Lorsqu'il vit mon visage, il recula et disparut dans la nuit. Le lendemain, j'en parlais au notaire. Il fronça les sourcils. Ils essayent de vous intimider. Mais tenez bon, la police va s'en mêler. J'eus la confirmation quelques jours plus tard, une convocation du tribunal. La saisie était suspendue, du moins provisoirement. Un répit, fragile, mais précieux. Pourtant, je sentais que la véritable bataille n'était pas seulement juridique. Elle était intérieure. Étienne m'évitait du regard, incapable d'assumer. Moi, je devais décider si je continuais à me battre pour lui ou contre lui. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans le salon, je pris la parole. « Étienne, regarde-moi. » Il leva les yeux, hésitant. « Tu as gagné 30 millions, dis-je. En 3 semaines, tu en as déjà perdu une partie et mis en danger le reste. Si je n'étais pas revenu, tu aurais tout cédé à ces hommes, et tu m'aurais laissé à la rue sans un mot. » Il voulut protester, mais je levai la main. « Non, je ne veux pas d'excuses. Je veux que tu comprennes. Cet argent n'est pas une bénédiction. C'est un poison. Et moi, je ne suis pas venu pour sauver tes millions. Je suis venu pour sauver ma dignité. » Il se leva, fit quelques pas, puis éclata. « Mais qu'est-ce que tu veux, maman? Que je renonce à tout? Que je vive comme un pauvre alors que je pourrais avoir tout ce que je veux? » Je soutins son regard, sans ciller. « Ce que je veux, que tu retrouves un peu de ton âme, parce qu'à force de courir après l'or, tu es en train de devenir pire que ceux qui te volent. » Il resta pétrifié, comme si mes mots l'avaient frappé au cœur. Mais je savais que le chemin serait long. Les jours s'étiraient. Le bruit des voitures noires autour du quartier se faisait plus rare, signe que la police avait mis la pression. Mais un matin, en allant relever le courrier, je trouvai une lettre anonyme glissée sous la porte. « Rendez-nous notre dû, ou la vieille paiera. » Je m'assis, la main crispée sur le papier. La vieille, moi. Je compris alors que le combat dépassait les chiffres et les contrats. C'était ma vie, désormais, qu'on menaçait. Et je pris une décision silencieuse, une décision que je n'avouerais à personne. Si Étienne continuait à s'enfoncer, je le laisserais tomber. Je ne sacrifierais plus ma vieillesse pour sauver un fils qui m'avait déjà chassé une fois. La lettre anonyme resta longtemps posée sur la table, comme une lame nue que je n'osais pas toucher. Les mots étaient tracés d'une écriture grossière, sûrement volontairement déformée. « Rendez-nous notre dû, ou la vieille paiera. » J'entendais encore ce mot résonner dans ma tête. La vieille. Moi.
comme si je n'avais plus de nom, plus de visage, plus d'histoire. Simplement une monnaie d'échange. Étienne, quand je lui montrai le papier, devint livide. « Il ne plaisante pas, murmura-t-il. Je dois trouver une solution. » Je l'interrompis net. « La solution, c'est toi qui l'as détruite en signant tout et n'importe quoi. Alors maintenant, il n'y a plus qu'une voie, la justice. » Je sentais pourtant qu'il ne m'écoutait qu'à moitié. Ses yeux furetaient déjà vers son téléphone, vers les contacts douteux qu'il avait menés là. Il croyait encore pouvoir négocier, acheter le silence, repousser l'échéance. Je savais, moi, que chaque tentative le rapprocherait de l'abîme. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais assise près de la fenêtre, à regarder les lumières de Chambéry se refléter dans la neige. Je pensais à mon mari, disparu il y a 10 ans dans un accident d'alpinisme. Lui, l'homme simple, solide, qui répétait toujours « Quand on s'embarque dans une affaire tordue, ce n'est jamais l'affaire qui plie, c'est toi ». Ces paroles résonnaient comme une mise en garde posthume. Le lendemain, je me rendis seule au commissariat. Je donnai la lettre aux gendarmes, j'expliquai la situation. L'adjudant nota tout, me conseilla de rester prudente. « Vous devriez envisager de quitter la maison quelques jours, dit-il. »« Quitter la maison ?» répétai-je, indignée. « Après qu'on m'a déjà jeté dehors ? Non, monsieur. Cette maison est à moi et je ne bougerai pas. » Je quittai le commissariat avec une résolution encore plus ferme. Mais en rentrant, je découvris que Claire avait vidé la chambre conjugale. Ses vêtements, ses bijoux, ses sacs, tout avait disparu. Sur la table, un mot griffonné. Je pars chez mes parents à Lyon. Je ne veux pas être mêlée à ça. Étienne serra le papier, furieux. « Elle m'abandonne, hurla-t-il. « Non, répondis-je calmement. Elle te rend la liberté que tu prétendais vouloir. Et peut-être t'offre-t-elle une chance d'ouvrir les yeux. » Mais il ne voulait pas entendre. Il tournait comme un lion en cage, répétant « Je vais les rembourser, je trouverai bien une part de mes fonds disponibles. » Ces phrases devenaient incohérentes. Je compris alors que mon fils, aveuglé par sa panique, pouvait commettre une folie. C'est moi qui pris l'initiative. J'appelai Maître Dubreuil. Je lui demandai de préparer en urgence un dossier pour demander au juge le gel complet des avoirs d'Étienne. Oui, geler les millions qui lui restaient, les mettre sous séquestre pour que plus rien ne puisse être dilapidé. « Madame, vous réalisez que cela signifie que votre fils perdra la main sur sa fortune ? » « Mon fils a déjà perdu bien plus que sa fortune, » répondis-je d'une voix basse. « Mais je refuse qu'il perde aussi mon toit et mon nom. » La procédure fut lancée. Les jours suivants, les menaces se firent plus diffuses. Plus d'hommes dans le jardin, plus de lettres, comme si la plainte avait suffi à les faire reculer. Mais le silence me semblait encore plus inquiétant que leurs apparitions. Je vivais dans l'attente du prochain coup. Un soir, alors que je préparais une soupe, j'entendis la clé tourner dans la serrure. Étienne entra, titubant. Son regard était hagard, ses joues rougies par l'alcool. « Maman, ils ne lâcheront jamais. J'ai tout gâché. » Il s'effondra sur la chaise de la cuisine. J'eus un pincement au cœur, malgré tout. Je posai ma main ridée sur son épaule. « Écoute-moi, dis-je doucement. Tu crois que l'argent t'a rendu puissant, mais en réalité, il t'a mis à nu. Sans lui, tu serais encore mon fils. Avec lui, tu es devenu leur proie. » Il leva vers moi des yeux embués. « Et toi, maman, que vas-tu faire ?» Je pris une longue inspiration. « Moi, je vais protéger ce qui m'appartient. Et si tu refuses de te protéger toi-même, alors tu marcheras seul. » Ces mots furent peut-être les plus durs que je lui ai jamais dits. Mais je savais qu'ils étaient nécessaires. Quelques jours plus tard, la convocation au tribunal arriva. L'audience aurait lieu à Grenoble. Le juge devait se prononcer sur le gel des fonds et la validité des contrats. Le matin de l'audience, j'enfilai mon manteau noir, celui que j'avais porté à l'enterrement de mon mari. Étienne me suivait, pâle, amaigri, le regard fuyant. Dans la salle, les représentants des créanciers étaient là. Des avocats bien mis, trop lisses pour ne pas cacher la crasse derrière leur cravate. Quand mon nom fut appelé, je me levai. Ma voix, d'abord tremblante, retrouva peu à peu une fermeté inattendue. Je parlais de ma maison, de ma vie de travail, des menaces, de la lettre anonyme. J'expliquais, document à l'appui, comment Étienne avait été manipulé. Le juge, un homme sévère aux cheveux gris, m'écouta longuement. À la fin, il déclara « Je suspends toutes les procédures de saisie. Les avoirs de M. Étienne R. seront placés sous séquestre
dans l'attente d'un examen approfondi. Un souffle de soulagement parcourut la salle. Moi, je sentis mes jambes trembler. J'avais gagné une bataille, pas la guerre. Mais au moins ma maison était sauve. Étienne me regarda stupéfait. « Tu as réussi. » Je le coupais sèchement. « Non, nous avons juste évité le pire. Le reste dépendra de toi. » Sur le chemin du retour, je restais silencieuse. Dans mon cœur, une certitude naissait. Ce fils que j'avais tant protégé, tant choyé, n'était plus un enfant. Il devait maintenant affronter ses responsabilités. Moi, j'avais retrouvé quelque chose que je croyais perdu. Ma voix. En rentrant à Chambéry, je refermai derrière moi la porte de la maison. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que ce lieu m'appartenait à nouveau. Mais je savais aussi que la vraie épreuve ne faisait que commencer. Étienne, face à son vide intérieur, devait choisir entre sombrer ou renaître. Et moi, je n'étais plus sûre de vouloir encore le sauver. Après l'audience à Grenoble, le calme retomba sur la maison. Mais ce calme avait la lourdeur d'un ciel d'orage avant la foudre. Étienne errait comme une âme perdue. Il n'osait plus sortir, craignant les regards, peut-être même la colère de ceux qui l'avaient floué. Les journaux locaux avaient commencé à murmurer des rumeurs sur l'heureux gagnant savoyard ruiné par de mauvais choix. Le nom n'était pas cité, mais tout Chambéry savait. Moi, je reprenais doucement mes habitudes. Faire le marché le samedi, acheter mon pain rue Croix d'Or, passer devant la fontaine des éléphants sans hâter le pas. J'avais retrouvé une part de ma dignité. Mais chaque fois que je croisais un reflet dans une vitrine, je me surprenais à voir une femme différente, moins soumise, moins courbée. Je n'étais plus seulement une veuve effacée. J'étais devenue une combattante. Un matin, alors que je préparais du café, Étienne descendit. Ses yeux cernés trahissaient une nuit blanche. « Maman, dit-il d'une voix basse, je veux vendre la maison. » La tasse faillit m'échapper. Vendre la maison? Après tout ce que nous venons de traverser, il soutint mon regard, hésitant. Si on vend, je peux régler une partie des dettes. On pourra partir ailleurs, recommencer. Je posai la tasse avec un calme glacé. Écoute-moi bien, Étienne. Cette maison est la seule chose qui me reste de ton père. Elle est ma vie, ma mémoire, mon refuge. Jamais je ne la vendrai pour réparer tes erreurs. Il serra les poings, les yeux pleins de rage contenue. Alors tu préfères me laisser couler? Je pris une longue inspiration. Oui, s'il le faut. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai mis là où tu es. Il voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Il sortit en claquant la porte, et je restais seule, le cœur lourd mais ferme. Quelques jours plus tard, une nouvelle secousse vint ébranler nos vies. Je reçus une convocation de la banque. J'y allais seule, décidée à savoir ce qu'Étienne manigançait encore. Le directeur, un homme sec aux lunettes métalliques, m'accueillit dans son bureau. « Madame, dit-il, je voulais vous informer que votre fils a tenté de débloquer une somme importante en votre nom. Heureusement, nous avons bloqué l'opération grâce aux restrictions judiciaires. » Je fermai les yeux une seconde. Mon propre fils avait tenté d'utiliser mon identité pour obtenir de l'argent. « Merci de votre vigilance, répondis-je simplement. Vous avez bien fait. » En sortant, mes jambes tremblaient. Je marchais longtemps dans les rues enneigées de Chambéry, jusqu'au parc du Vernet. Je m'assis sur un banc, les mains jointes. Et là, la vérité m'apparut comme une évidence. Étienne n'était plus seulement un fils égaré. Il était devenu un danger, pour lui comme pour moi. Le soir même, quand je rentrais, je le trouvais assis dans le salon, une valise ouverte à ses pieds. « Tu pars ?» demandai-je. « J'ai besoin d'air. Je vais chez des amis à Genève. » Je le fixais. « À Genève ou chez ceux qui t'attendent pour te soutirer le peu qu'il te reste. » Il détourna les yeux. Ma voix monta, ferme, sans trembler. « Écoute-moi, Étienne. Si tu franchis cette porte pour retourner dans leurs griffes, je ne lèverai plus le petit doigt pour toi. » Il resta figé, la main sur la valise. Son visage passa de la colère à la honte, puis à une sorte de résignation. Il finit par repousser la valise du pied et s'affala sur le canapé. « Je ne sais plus quoi faire, » murmura-t-il. Je m'assis en face de lui. « Ce que tu dois faire, c'est accepter d'avoir tout gâché et reconstruire petit à petit. Mais sache-le, je ne me sacrifierai plus pour toi. » Il leva vers moi un regard douloureux. Peut-être commençait-il enfin à comprendre. Les semaines suivantes furent étranges. Les créanciers semblaient s'être retirés, peut-être refroidis par la justice. Mais l'argent d'Étienne, gelé sous séquestre, restait hors de portée.
Il n'était plus le riche héritier qu'il croyait être, seulement un homme perdu dans une maison trop grande. Moi, je repris possession des lieux. Je nettoyais chaque pièce, comme pour effacer la trace de leurs intrusions. J'allumai la cheminée, je remis des photos anciennes sur les murs. Lentement, la maison redevenait mienne. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait drue, Étienne s'approcha de moi. « Maman, dit-il, tu crois que je peux changer ?» Je le regardai longuement. Ses traits tirés, son air fatigué, tout en lui n'était plus que ruine. « Changer? Oui, si tu le veux vraiment. Mais pas pour moi, pour toi. » Il baissa la tête. Ce fut la première fois depuis longtemps que je vis une lueur sincère dans ses yeux. Pourtant, au fond de moi, une certitude restait. Même s'il changeait, je ne lui rendrais jamais le pouvoir qu'il avait tenté de prendre. J'avais goûté à une force nouvelle, et je ne la lâcherais plus. La neige continuait de tomber, recouvrant Chambéry d'un manteau immaculé. Mais moi, je savais que sous la blancheur, la boue des trahisons n'avait pas disparu. Elle attendait, prête à resurgir au moindre faux pas. L'hiver s'étirait à Chambéry, implacable. Chaque matin, j'ouvrais les volets sur un paysage glacé, les toits blanchis, les montagnes noyées dans la brume. Mais dans ma maison, le froid venait moins de l'air que du silence entre mon fils et moi. Étienne passait ses journées enfermé dans sa chambre, le portable à la main, à envoyer des messages auxquels personne ne répondait. Je l'entendais parfois parler seul, jurer, supplier. Ses amis d'hier, ses faux conseillers, ses parasites, l'avaient abandonné dès que les millions avaient été gelés. Lui qui croyait régner était devenu invisible. Un soir, je descendis à la cave, chercher une vieille lampe à pétrole. Là, en ouvrant une caisse, je découvris des papiers froissés, des relevés bancaires, des lettres de menaces, des copies de contrats. Étienne avait tout caché là, comme un enfant dissimule ses bêtises sous le tapis. Mais ce qui me glaça, ce fut une procuration rédigée à mon nom, maladroitement imitée. Une tentative grossière d'usurpation de signature. Mon propre fils avait essayé de se faire passer pour moi. Je remontais le cœur lourd et le trouvai dans le salon. Il sursauta en voyant le papier dans mes mains. « C'est quoi, ça ?» demandai-je d'une voix froide. Il balbutia, incapable de mentir. J'avais besoin, juste un peu. Je pensais pouvoir corriger après. Corriger? Tu voulais m'effacer, voilà la vérité. Il s'effondra sur le canapé, le visage dans les mains. Ses épaules secouées trahissaient des larmes, mais moi je ne pouvais plus pleurer. La douleur s'était transformée en une dureté nouvelle. « Écoute-moi bien, Étienne. Je t'ai porté dans mon ventre. J'ai sacrifié ma jeunesse pour toi. J'ai travaillé toute ma vie pour que tu aies des études. Et toi, tu me remercies en essayant de me voler mon nom. » Il tenta d'approcher, de saisir ma main, mais je reculais. « Tu n'es plus digne de confiance. Si tu continues sur cette voie, je serai ton ennemi, pas ta mère. » Ces mots, je les crachais comme un verdict. Et pour la première fois, je le vis vraiment terrifié. Le lendemain, je me rendis chez Maître Dubreuil avec la procuration falsifiée. Il la regarda longuement, secoua la tête. « Madame, vous devez comprendre, c'est une infraction grave. Si vous la portez en justice, votre fils risque une condamnation. »« Et si je la cache ?» répondis-je. Alors il recommencera, le notaire soupira. « Je peux conserver ce document comme preuve au cas où. Cela suffira peut-être à l'empêcher de franchir la ligne une nouvelle fois. » Je lui laissai le papier, le cœur serré mais ferme. En rentrant, Étienne m'attendait. Il avait sans doute deviné où j'étais allé. Ses yeux rouges me fixaient avec une rage désespérée. « Tu veux ma perte, maman ? Tu veux que je finisse en prison ?» Je le regardais droit dans les yeux. « Non, je veux que tu ouvres les yeux avant qu'il ne soit trop tard. » Il se détourna, incapable de soutenir mon regard. Les jours suivants, l'ambiance devint étouffante. Je le voyais sombrer peu à peu, comme s'il se noyait dans sa propre honte. Un soir, je le surpris à fouiller mes tiroirs, cherchant sans doute mes carnets de comptes. Je refermai brusquement la porte. « Tu ne trouveras rien, Étienne, parce que je n'ai plus rien à te donner. » Il resta figé, les yeux écarquillés. Puis il s'écroula sur la chaise, murmurant « J'ai tout perdu. Claire est partie, mes amis aussi, et maintenant toi. » Ces mots m'atteignirent, bien sûr. Mais je ne voulais plus céder à la pitié. J'avais appris à travers ces trahisons que ma survie dépendait de ma fermeté. Et pourtant, le destin se joua encore de moi. Quelques jours plus tard, je reçus un appel inattendu. C'était Claire, ma belle-fille. Sa voix tremblait.
Madame, je dois vous prévenir. Étienne m'a contacté. Il veut que je signe un papier pour lui. Il parle de vendre la maison à un investisseur de Lyon en secret. Je restais figée. Même après toutes ces promesses, il préparait encore un coup dans mon dos. Merci Claire, dis-je simplement. Ne signez rien. Je m'en occupe. Quand il rentra ce soir-là, je l'attendais dans le salon. Tu veux vendre la maison? Il s'arrêta net, blême. Qui t'a dit ça? Peu importe. Réponds. Il resta muet, puis baissa les yeux. Je m'avançai, la voix tremblante mais ferme. C'est fini, Étienne. Plus jamais tu ne décideras de mon toit ni de ma vie. J'ai déjà lancé la procédure pour placer la maison dans une fiducie à mon seul nom. Même toi, tu ne pourras plus y toucher. Il leva les yeux, sidéré. Tu m'exclus de tout? Tu t'es exclu toi-même le jour où tu as changé les serrures. Un silence lourd suivit. Puis il monta dans sa chambre sans un mot. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Je restais assise près de la cheminée, les flammes projetant sur les murs des ombres qui semblaient danser autour de moi. J'avais l'impression d'avoir tranché un lien invisible, celui qui unit une mère à son enfant. J'étais encore sa mère, mais je n'étais plus son refuge. Et au fond de moi, malgré la douleur, je sentais une forme de délivrance. Pour la première fois, je choisissais ma survie avant la sienne. Les jours suivants passèrent dans une atmosphère lourde, presque étouffante. Étienne ne me parlait plus. Je l'entendais seulement tourner dans la maison comme une bête blessée, claquer les portes, téléphoner à voix basse ou rester des heures allongées, inerte. La maison redevenue mienne s'était transformée en champ de bataille muet. Je m'étais attendue à de la colère, mais pas à ce silence-là. Il avait le goût de la rancune, de la haine froide. Chaque matin, quand je descendais préparer mon café, j'avais l'impression de croiser un étranger. Puis un matin, tout changea. On sonna à la porte. Je crus d'abord à un voisin. Mais 2 hommes en costume se tenaient sur le seuil. Leurs cartes officielles à la main, police judiciaire de Lyon. « Madame R », dit l'un d'une voix calme, « nous menons une enquête sur des mouvements financiers suspects liés au gain de votre fils. Nous aurions besoin de votre témoignage. » Je les fis entrer. Étienne, entendant des pas, descendit en catastrophe. Quand il vit les policiers, son visage devint livide. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » balbutia-t-il. « Monsieur R, nous vous demandons simplement de collaborer. Vos comptes font déjà l'objet d'un gel judiciaire. Nous devons éclaircir certaines opérations. » Je restais assise, le cœur battant, mais étrangement soulagée. Enfin, ce n'était plus seulement moi contre lui. Enfin, la lumière officielle entrait dans cette maison. Les enquêteurs me posèrent des questions précises sur les contrats que j'avais découverts, sur la procuration falsifiée, sur les menaces reçues. Je répondis calmement, sans rien cacher. Étienne, lui, s'agitait, niait, criait presque. « C'est ma mère qui dramatise. Elle veut me dépouiller. » L'un des policiers le fixa d'un air froid. « Monsieur, votre mère essaie surtout de sauver ce qui peut l'être. Nous avons suffisamment d'éléments pour poursuivre certains de vos partenaires, mais si vous continuez à entraver, c'est vous qui serez inquiété. » Quand ils partirent, Étienne s'effondra sur une chaise. « Tu m'as trahi, tu les as appelés. » Je le regardais droit dans les yeux. « Non, je n'ai rien fait. Ce sont tes actes qui t'ont trahi. » Il détourna le regard, incapable d'encaisser. Les jours suivants furent marqués par cette tension nouvelle. Étienne se claquemurait de plus en plus, persuadé que tout le monde voulait sa perte. Il ne voyait pas que c'était lui qui creusait son propre gouffre. Puis une nuit, je fus réveillée par un bruit. J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir discrètement. Je descendis pieds nus et je vis Étienne, une valise à la main. « Où vas-tu » demandai-je d'une voix glacée. Il sursauta. « À Genève. Je connais des gens. Je peux encore sauver quelque chose. » Je secouai la tête. « Tu ne sauveras rien en fuyant. Tu ne feras que t'enfoncer. » Il me regarda, les yeux rougis. « Alors aide-moi, une dernière fois. Donne-moi un peu d'argent, juste assez pour partir. » Je sentis mon cœur se serrer. Mais mes lèvres prononcèrent une phrase irrévocable. « Non. » Il resta figé puis quitta la maison sans un mot. Le lendemain, je retrouvai la porte entr'ouverte, la neige entrée sur le seuil. Étienne n'était pas rentré. Je passais la journée dans une inquiétude muette, guettant son retour, me demandant si je devais prévenir la police. Le soir, le téléphone sonna, une voix que je ne connaissais pas. « Madame, je suis inspecteur Fabre, police de Genève. Nous avons trouvé votre fils.
Il a tenté de retirer une somme importante en liquide avec des papiers suspects. Nous l'avons interrogé. Pour l'instant, il n'est pas détenu, mais il est sous surveillance. Je fermai les yeux. J'avais mal, mais ce mal avait un goût étrange, celui d'une délivrance. Ce n'était plus à moi de le sauver. Le lendemain, Claire, ma belle-fille, m'appela pour la première fois depuis des semaines. « Madame, je voulais savoir si Étienne va bien. J'ai entendu des choses. » Sa voix tremblait, mais je sentais qu'elle cherchait moins des nouvelles que des confirmations. « Étienne est vivant, répondis-je froidement, mais il s'est détruit lui-même. Je ne voulais pas en arriver là, murmura-t-elle, mais je l'avais vu sombrer et je n'ai pas eu le courage. » Je raccrochais avec un mélange de colère et de tristesse. Personne n'avait eu le courage sauf moi. Les jours passèrent. Les nouvelles arrivaient par bribes. Enquête en cours, partenaires douteux interpellés, compte bloqué définitivement. Étienne, lui, avait disparu quelque temps de Chambéry. Mais un soir, alors que je fermais les volets, je le vis dans le jardin. Amaigri, le regard perdu, ses mains vides. Il entra sans un mot, s'assit dans la cuisine. « Maman, j'ai tout perdu, même mes illusions. » Je le regardais longuement. J'aurais pu le prendre dans mes bras, lui dire que rien n'était fini. Mais mes lèvres murmurèrent seulement « Tu n'as pas tout perdu. Moi, je suis encore là. Mais seulement si tu comprends que je ne serai plus jamais ton bouclier. » Il hocha la tête, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, je compris que ma vengeance silencieuse avait atteint son but. Je n'avais pas crié, je n'avais pas frappé, je n'avais pas renié. J'avais simplement tenu, debout, jusqu'à ce qu'il tombe de lui-même. Le retour d'Étienne dans la cuisine, ce soir-là, fut comme l'ombre d'un fantôme franchissant le seuil. Il n'était plus le même homme. Ses épaules, jadis droites de fierté, s'étaient voûtées. Son visage, autrefois si sûr de lui, portait la marque des nuits sans sommeil. Il tenait sa tête entre ses mains comme pour l'empêcher d'exploser. Je le regardais longtemps, sans parler. En moi, deux forces s'affrontaient. La mère qui voulait encore protéger son fils et la femme blessée qui n'avait pas oublié l'humiliation d'avoir été mise à la porte. « Je n'ai plus rien, murmura-t-il. Plus d'argent, plus d'amis, plus de femmes. Et même toi, tu ne me fais plus confiance. » Ces mots résonnèrent dans la pièce. C'était vrai, je ne lui faisais plus confiance. Mais pouvais-je l'abandonner totalement? Je pris une grande inspiration. « Étienne, tu as gaspillé 30 millions d'euros en quelques mois. Tu m'as trahi. Tu as essayé de me voler, tu as cru que tu pouvais tout acheter. Et pourtant, c'est ici que tu reviens. Pourquoi ?» Il leva vers moi un regard tremblant. « Parce qu'il n'y a plus toi. » Ces mots auraient pu attendrir n'importe quelle mère. Mais en moi, ils sonnèrent comme une condamnation. Plus que toi, ce n'était pas de l'amour, c'était un aveu de dépendance. Je me levai, je posai ma main sur la table. « Écoute-moi. Tu n'auras plus jamais accès à ma maison, ni à mes comptes, ni à mes papiers. Mais si tu veux changer, vraiment, alors je t'accompagnerai. À une condition, que tu acceptes de rendre des comptes, non pas à moi, mais à la justice. » Il baissa la tête. « Tu veux que je me livre? Je veux que tu assumes. Tant que tu fuis, tu restes esclave. » Il ne répondit pas, mais ses mains cessèrent de trembler. Les jours suivants furent étranges. Étienne, sans argent et sans issue, m'accompagnait parfois au marché. Les commerçants chuchotaient, mais certains, qui se souvenaient de moi, me saluaient encore avec respect. Lui baissait la tête, honteux. Un matin, alors que nous revenions de la place Saint-Léger, un huissier nous attendait devant la maison. J'eus un frisson, croyant à une nouvelle menace. Mais il tenait simplement une convocation. Étienne devait comparaître devant le juge d'instruction à Lyon. Les soupçons de blanchiment et d'escroquerie s'étaient confirmés. Je lus le papier, puis le tendis à mon fils. « Voilà ta chance. Si tu veux vraiment changer, commence par répondre de tes actes. » Il serra la convocation entre ses doigts, le visage décomposé. Mais il ne protesta pas. Le jour venu, je l'accompagnai à Lyon. Dans le train, il ne dit pas un mot. Je le regardais, silhouette affaissée contre la vitre, et je pensais à l'enfant qu'il avait été. Avait-il seulement conscience de la gravité de ce qu'il avait fait? Au tribunal, l'air sentait le désinfectant et la poussière de papier. Le juge d'instruction, un homme sévère, posa des questions claires. Étienne bafouillait, tentait de minimiser, puis se tut. Quand ce fut mon tour, je racontais ce que je savais, les menaces, les papiers falsifiés, les contrats douteux. Je parlais sans haine,
mais sans détour. Le juge finit par lever la séance. Étienne sortirait libre, mais sous contrôle judiciaire strict. Ses déplacements seraient surveillés, ses comptes gelés définitivement. Dans le train du retour, il me regarda longuement. « Tu as dit la vérité, même si ça m'enfonce. »« Non, dis-je doucement. J'ai ouvert la porte pour que tu arrêtes de creuser ton trou. » À Chambéry, les semaines suivantes furent marquées par cette surveillance. Étienne ne pouvait plus rien signer, plus rien acheter. Pour la première fois depuis des années, il se retrouva contraint à une vie simple. Il aidait à la maison, un peu gauche, malhabile. J'eus l'impression de revoir l'adolescent qu'il avait été, maladroit, mais pas encore corrompu. Mais une partie de moi restait sur mes gardes. Une fois trahi, le cœur n'oublie jamais vraiment. Puis arriva le jour où je reçus une lettre du tribunal. La maison était officiellement soustraite à toute saisie. Elle m'appartenait à nouveau, intouchable. J'ouvris l'enveloppe en tremblant, les larmes aux yeux. J'avais gagné. Étienne, en voyant mon sourire discret, sembla comprendre. « Tu as sauvé la maison, pas moi. » Je le fixais. « La maison, je l'ai sauvée parce qu'elle est mon histoire. Toi, tu devras te sauver seul. » Il hocha la tête, résigné. Le soir, je m'assis dans le salon, face à la photo de mon mari. J'imaginais sa voix, grave et douce. « Tu as tenu bon. » Oui, mais à quel prix? Étienne monta se coucher. Je restais seul, le cœur lourd. Je savais que tôt ou tard, il devrait payer ses fautes. Mais moi, je n'étais plus celle qu'on met dehors. Je n'étais plus la mère docile. J'étais devenue la gardienne de ma propre vie. Et tandis que la nuit tombait sur Chambéry, je compris que la dernière étape approchait, le moment où je devrais décider si j'acceptais encore de tendre la main à mon fils ou si je le laissais tomber pour de bon. Le printemps arriva sur Chambéry. Les neiges fondirent, laissant place à l'odeur de terre humide et aux cris d'enfants dans les scares. Pourtant, dans ma maison, la saison n'effaçait pas les cicatrices. Étienne vivait encore sous mon toit, mais c'était un fils diminué, surveillé par la justice, enfermé dans ses remords autant que dans ses interdictions. Chaque matin, il descendait dans la cuisine, préparait maladroitement le café, tentait de se rendre utile. Mais je voyais dans ses yeux ce vide immense que ni les millions gaspillés, ni mes sacrifices passés ne pouvaient combler. Il n'était plus l'homme triomphant qui m'avait humilié, mais il n'était pas encore l'homme racheté qu'il aurait pu devenir. Il flottait entre deux mondes, et moi, je devais décider si j'allais encore l'y retenir. Un soir, alors que nous dînions en silence, il osa enfin poser la question qui brûlait ses lèvres depuis des semaines. « Maman, est-ce que tu me pardonneras un jour ?» Je reposai ma cuillère. Le silence pesa lourd, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge. « Pardonner ?» murmurai-je. « Tu m'as mise à la porte. Tu as changé les serrures de ma propre maison. Tu as essayé d'utiliser mon nom pour sauver ton argent. Pardonner n'effacera jamais ça. » Ses yeux se remplirent de larmes. Alors, je suis perdu. Je le fixais, droite dans ma chaise. Non, tu n'es pas perdu, mais je ne serai plus ton refuge. Si tu veux te relever, tu devras le faire sans moi. Ce fut un choc. Il baissa la tête, écrasé par la vérité. Moi, je sentis en moi une paix nouvelle. Pour la première fois, je ne parlais pas comme une mère culpabilisée, mais comme une femme libre. Les semaines suivantes, Étienne finit par quitter la maison. Sous la contrainte du juge, il fut placé dans un programme de suivi, contraint de travailler avec une association de réinsertion. Je le vis partir avec un sac maigre, sans argent, sans éclat, sans illusion. Il ne protesta pas. Il savait que je n'ouvrirais plus la porte pour lui sauver la mise. Quand la porte se referma derrière lui, je restais debout dans le couloir, les mains appuyées sur le bois. Les larmes montèrent, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était le soulagement d'une femme qui a enfin cessé de se laisser écraser. La maison, redevenue silencieuse, respirait à nouveau. Je remis mes fleurs sur le rebord de la fenêtre. Je ressortis la nappe brodée de mes jeunes années. Je laissai entrer la lumière. Chaque geste, même minuscule, avait le goût d'une victoire. Je compris alors que ma vengeance avait été accomplie sans cri, sans scandale, sans coup bas. Ma vengeance avait été de tenir debout, de reprendre mes droits, de sauver ma maison et ma dignité. Étienne avait cru m'anéantir en me jetant dehors, mais c'était lui qui s'était détruit. Et moi, je m'étais relevée. Je veux maintenant parler à toutes celles qui liront ou entendront mon histoire. À vous, les mères,
les veuves, les femmes qu'on croit faibles parce qu'elles ont des cheveux blancs et des mains ridées. On nous fait croire que notre rôle est de supporter en silence, de pardonner sans fin, de nous effacer pour les autres. Mais le silence parfois peut devenir une arme. Moi, on m'a humiliée, on m'a traitée de vieille. On m'a mise dehors de ma propre maison. Et pourtant, j'ai trouvé la force de revenir, de dire non, de sauver ce qui m'appartenait. Pas par la violence, pas par la vengeance aveugle, mais par la loi, par la fermeté, par la certitude que ma vie avait encore de la valeur. Alors à vous, femmes qui m'écoutez, n'acceptez jamais qu'on vous efface. N'acceptez jamais qu'on décide à votre place. Vous avez porté vos familles, travaillé, sacrifié. Vous avez droit au respect, même quand ceux que vous aimez vous trahissent. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, j'ai simplement résisté. Et c'est cela ma victoire. Si mon fils trouve un jour la rédemption, ce sera son chemin, pas le mien. Moi, j'ai choisi le mien, celui d'une femme qui refuse de mourir dans le silence et qui rappelle à tous que même à 70 ans, on peut encore se lever et dire « Je ne suis pas finie, je suis vivante et je me défends ».